Nous passons maintenant à la régulation de cette motricité gastrique. Et nous avons vu que l'activité électrique myogène est un élément fondamental du contrôle de l'activité motrice. Cependant, le système nerveux autonome, les sécrétions hormonales et le système nerveux central peuvent moduler cette activité électrique en modifiant la fréquence et l'amplitude des potentiels de pointe. Par conséquent, la régulation de la motricité est sous la dépendance de deux systèmes de régulation. Une régulation nerveuse et une régulation hormonale. Nous allons tout d'abord voir la régulation nerveuse. On sait déjà que la motricité de l'estomac est sous l'influence d'une double innervation sympathique et parasympathique. La stimulation sympathique exerce une action relaxante sur l'estomac et diminue le péristatisme via la libération de la noradrénaline au niveau de la paroi. Les fibres afférentes, c'est-à-dire sensitives splanchniques, transmettent à la moelle les informations détectées par les mécanorécepteurs ou des nocicepteurs, c'est-à-dire récepteurs nocifs, généralement localisés dans la sérose de l'estomac. En ce qui concerne le contrôle parasympathique, les centres bulbaires sont en permanence informés par les afférences vagales, c'est-à-dire les fibres sensitives, sur l'état de distension gastrique et sur la nature du contenu, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Le message efférent, c'est-à-dire moteur, est véhiculé à l'estomac grâce à des fibres efférentes pré-ganglionnaires qui ont, comme nous l'avons déjà vu, au niveau de l'œsophage, deux fonctions, soit une fonction excitatrice, soit une fonction inhibitrice. Alors, au niveau de l'estomac, le message véhiculé par ces fibres préganglionnaires vont avoir un effet moteur, c'est-à-dire excitateur sur la motricité antrale, et excitateur ou inhibiteur sur le tonus fondique. Pourquoi je dis le tonus fondique? Parce que nous avons dit tout à l'heure que l'activité mécanique au niveau de la partie supérieure de l'estomac est très faible et donc il n'y a que soit relâchement, soit augmentation du tonus. Relâchement pour recevoir une quantité importante d'aliments et augmentation du tonus pour comprimer les aliments, pour les pousser vers l'avant. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, on va utiliser une expérimentation animale. Chez un animal, on va stimuler, par exemple, le bout périphérique du nerf vague, c'est-à-dire les fibres motrices. Parce que si on stimule le bout central, on va stimuler les fibres sensitives. Là, on cherche à déterminer la fonction des fibres motrices. Donc, chez l'animal, on va implanter une électrode extracellulaire au niveau de la paroi de l'antre et on va mettre deux ballons à l'intérieur de l'estomac, l'un au niveau de l'antre et l'autre au niveau du fundus pour enregistrer l'activité mécanique. Alors, en stimulant le nerf vague à partir de là jusque-là, on remarque que la stimulation des vagues déclenche une activité électromyographique qui est superposée par des potentiels de pointe. Et cette activité électromyographique va générer des contractions puissantes de la partie antrale, puisque là on enregistre l'antre. Alors qu'au niveau du fundus, on a aussi une activité
excitatrice, mais qui va permettre d'augmenter le tonus musculaire tout au long de la stimulation du nerf vague. Dès qu'on arrête la stimulation, le tonus diminue au niveau du fondus et l'activité mécanique s'arrête au niveau de l'antre. Alors, à partir de cette expérience, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire tout simplement que nous avons stimulé des fibres vagales efférentes qui ont provoqué une excitation aussi bien au niveau de l'antre qu'au niveau du fondus. Alors, on peut se poser la question, via quel neurotransmetteur le vague a déclenché cette activité? Pour cela, on sait que donc, on est dans un système parasympathique et le système parasympathique agit par libération de l'acétylcholine qui va se fixer sur les récepteurs muscariniques au niveau de la paroi. Pour vérifier cela, on va injecter l'atropine qui est un antagoniste des récepteurs cholinergiques muscariniques. Donc il va remplacer l'acétylcholine au niveau des récepteurs. Et on va restimuler de la même façon qu'au départ les fibres efférentes du nerf vague. Donc en stimulant le nerf vague, après injection de l'atropine, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'activité électromyographique, donc il n'y a plus de potentiel de pointe comme au départ. La pression ne change pas, donc il n'y a plus d'activité mécanique au niveau de l'antre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au départ, nous avons stimulé des fibres efférentes vagales qui ont libéré de l'acétylcholine qui était à l'origine de cette activité contractile de la paroi. Ça, c'est la première conclusion. En plus de ce que je viens de dire, au niveau du fondus, nous avons obtenu au contraire un relâchement de la paroi, donc une hyperpolarisation des cellules et donc un relâchement de la paroi. Au départ, sans atropine, on avait une augmentation du tonus, c'est-à-dire un effet excitateur, mais lorsqu'on a supprimé l'action de l'atropine de l'acétylcholine par l'atropine, on a au contraire une relaxation de la musculature. Donc ceci nous permet de conclure que les fibres du nerf vague que nous avons stimulées sont de deux types. Un type qui est excitateur et qui est cholinergique, puisqu'il disparaît après l'atropine, et un autre type qui est inhibiteur à destination du fondus uniquement, et qui a permis la relaxation et qui n'est pas de nature cholinergique, puisque l'atropine ne l'a pas fait disparaître. Alors, pour bien illustrer encore cela, il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi nous obtenons cette hyperpolarisation alors qu'on n'a pas d'acétylcholine libérée au niveau des récepteurs muscariniques en raison de la présence d'atropine. Donc pour cela, nous allons injecter maintenant, au contraire, un antagoniste des récepteurs nicotiniques, puisque vous savez que l'acétylcholine peut agir sur deux types de récepteurs, des récepteurs muscariniques et des récepteurs nicotiniques. Généralement, les récepteurs muscariniques sont post-ganglionnaires et les récepteurs nicotiniques sont préganglionnaires. Donc, pour vérifier cela, nous allons injecter un autre antagoniste qui est l'hexaméthanone. Et l'hexaméthanone est un
inhibiteur compétitif au niveau ganglionnaire. Lorsqu'on injecte l'hexaméthonium, bien entendu en présence de l'atropine, ce relâchement du fondus disparaît. Par conséquent, là, l'action, elle était comment? L'action était que nous avons stimulé des fibres préganglionnaires vagales qui sont cholinergiques, mais une partie de ces fibres agit sur des récepteurs muscariniques aussi bien sur l'antre que sur le fondus, mais nous avons également stimulé des fibres inhibitrices uniquement à destination du fondus et qui ne sont ni cholinergiques ni adrénergiques. Donc, à travers cette expérience, on peut tirer comme conclusion que nous avons stimulé dans le nerf vague deux types de fibres et qui ont deux fonctions différentes. Mais tous les deux sont de nature cholinergique. Des fibres excitatrices cholinergiques à destination de l'antre et du fondus, puisqu'ils ont permis d'augmenter l'activité, mais également des fibres inhibitrices à destination uniquement du fondus et qui ne sont pas cholinergiques, dont l'action n'est pas cholinergique ni adrénergique. Donc, avec un médiateur autre qu'on avait nommé de purinergique, éventuellement par la libération de la vasoactive intestinale polypeptide ou du hénosynthèse. Alors, je vais réexpliquer cette action excitatrice ou inhibitrice sur la paroi, sur le schéma que nous avons déjà vu auparavant. Donc ici, nous avons le bulbe rachidien avec les neurones préganglionnaires qui vont émettre des axones efférentes à destination des ganglions intramuraux. Et dans les ganglions intramuraux, nous avons dit qu'il y a des neurones excitateurs cholinergiques ou des neurones inhibiteurs non cholinergiques, non adrénergiques. Alors, on va supposer, pour alléger, alors ici, vous remarquez que j'ai mis deux neurones, ici un neurone, mais dans un ganglion, il y a des milliers de neurones. Donc c'est uniquement pour alléger le schéma, pour que vous puissiez comprendre. On va supposer, par exemple, que ce ganglion est un ganglion qui contient, ou ces neurones en vert, sont des neurones excitateurs cholinergiques. Et on va supposer que ce neurone en noir est un neurone inhibiteur non cholinergique, non adrénergique. Et les axones préganglionnaires vont atteindre les deux. Donc, on suppose que ceux-là sont cholinergiques et ceux-là sont non cholinergiques, non adrénergiques. Lorsqu'on excite avec cet axone efférent avec une fréquence et des paramètres bien déterminés, de telle sorte que l'influx va plutôt activer ces fibres et non pas cela. Lorsque j'active ces fibres-là, ils sont comment? Ils sont cholinergiques. Nous avons dit que le nerf vague contient des axones cholinergiques. Alors, ces fibres cholinergiques vont libérer de l'acétylcholine et l'acétylcholine va agir sur ce neurone. Tout à l'heure, je vous ai dit, on suppose que ce neurone est un neurone cholinergique excitateur. Donc, si l'acétylcholine agit sur ce neurone, il va l'exciter. Et ce neurone, en l'excitant, va libérer, au niveau des terminaisons, de l'acétylcholine, qui va donc générer une activité motrice de la paroi. Donc, c'est la fonction excitatrice.
Par contre, si je change les paramètres de stimulation de telle sorte que mon influx passe plutôt par ces fibres. Donc, passe par ces fibres, mais ces fibres sont toujours cholinergiques. Ils vont libérer l'acétylcholine. L'acétylcholine va agir sur ce neurone. Nous avons dit tout à l'heure qu'on suppose que ce neurone est non cholinergique, non adrénergique. Donc l'acétylcholine libérée va agir sur ce neurone qui va être stimulé, donc il va libérer son médiateur. Et son médiateur, c'est un médiateur inhibiteur, qui n'est pas cholinergique, qui n'est pas adrénergique. Donc il va provoquer plutôt un relâchement de la paroi. Donc c'est la fonction inhibitrice dont j'ai parlé. Donc vous voyez, les fibres efférentes vagales sont de nature cholinergique, mais c'est la fonction filaire, selon qu'ils agissent sur des neurones intramurocholinergiques ou non cholinergiques, non adrénergiques. J'espère que c'est plus clair maintenant. En ce qui concerne la régulation endocrine, le contenu du duodénum est un facteur essentiel dans la régulation de la motricité, de l'évacuation et des sécrétions gastriques. Ainsi, l'arrivée des graisses et au niveau du duodénum et la diminution de pH vont stimuler la libération d'une hormone importante qui est l'entérogastrone, et cette entérogastrone va inhiber les mouvements péristatiques. Donc si on inhibe les mouvements péristatiques, on va réduire l'évacuation gastrique. Dans les mêmes conditions, il va y avoir libération d'autres hormones comme la sécrétine, le gastro-intestinal peptide, la somatostatine et le glucagon qui, par contre, eux, vont inhiber la sécrétion gastrique et notamment la sécrétion d'acide. Donc on diminue la sécrétion d'acide et on diminue les mouvements péristatiques, donc on va retarder l'évacuation gastrique. Lorsque maintenant, plus les aliments progressent au niveau du duodénum, plus ils vont se mélanger avec le suc intestinal et donc le pH va augmenter pour favoriser l'action des enzymes. Cette augmentation du pH, lorsqu'elle atteint une certaine valeur, elle va au contraire stimuler la libération d'autres hormones, notamment la gastrine, qui va cette fois-ci augmenter la sécrétion acide et la sécrétion gastrique, mais aussi la libération de la motiline, cette fois-ci qui va avoir un effet excitateur sur les mouvements péristatiques, donc pour renforcer maintenant l'évacuation. Donc augmentation des sécrétions et augmentation des mouvements péristatiques, ça va entraîner une nouvelle évacuation gastrique.